Et je vais commencer par quand même vous dire deux mots sur Lozar, parce que c'est vrai que vous en avez peut-être entendu parler, mais pas forcément en sachant exactement ce qu'on fait sur le terrain. Alors, on est plutôt jeune, 1936, la date de création. On a été créé, donc c'était un tout petit office au début pour accueillir les personnes qui fuyaient la montée du nazisme en Allemagne. Et puis, malheureusement, quelque part, l'organisation a dû continuer à grandir et grandir pour être l'organisation qu'elle est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes une organisation fêtière, c'est-à-dire que nos membres sont d'autres associations, qui sont celles-ci que vous connaissez sûrement mieux, et c'est elles qui sont en fait les organisations vraiment de terrain et de premier contact. C'est-à-dire qu'à Lozar, nous n'avons pas énormément de contact direct avec les personnes réfugiées requérantes sur le terrain, sauf pour un ou deux projets. C'est plutôt nos membres qui ont cette tâche-là. Au sein de Lozar, on s'occupe de consultations juridiques, d'observation du droit d'asile, de production de rapports d'analyse pays, de sensibilisation du grand public, aussi d'événements comme la journée des réfugiés qui a lieu chaque année. Il y a énormément d'informations qui est disponible sur notre site dans plusieurs langues, mais alors vraiment destinées à un public requérant et réfugié. Et puis bien sûr, cette prestation de formation qui est née il y a plus de 20 ans en Suisse romande, et c'est vraiment en fait, c'est vrai à la base on pourrait se dire mais pourquoi est-ce que Lozar parle de ces questions-là, finalement, qui ne sont pas seulement celles liées aux réfugiés ou aux requérants, mais qui touchent vraiment à la diversité au sens large, comme on en a parlé ce matin, au cosmopolitisme. C'est qu'il y avait vraiment un besoin détecté sur le terrain auprès des professionnels. Donc c'est souvent ce qu'on pense, que comme on est Lozar, les formations vont être destinées aux personnes réfugiées. Et en fait, nous, on essaye de faire le point contraire. On parle beaucoup d'intégration réciproque aujourd'hui. Donc nous, on est plutôt dans la réciprocité, où on essaye de former, que ce soit les professionnels, également moins les cadres, c'est vrai, qui sont un public qui nécessiterait ces formations aussi, et de la sensibilisation chez les jeunes, qui sont les futurs professionnels sur ces questions-là. Donc voilà un petit peu pour nos activités. Je vous invite vraiment à aller voir notre site si vous voulez plus d'informations là-dedans, comme ce n'est pas le sujet du jour. Alors là, je vous ai remis en fait, parce que notre idée c'était de parler un petit peu plus de la formation qu'on propose dans le catalogue. Finalement, jusqu'à maintenant, on a détecté les besoins un petit peu au niveau du terrain, les manques au niveau de la formation, mais finalement, comment on fait pour faire cette formation à la transculturalité? Comment on fait pour amener ces outils? Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va un petit peu plus se plonger dans la formation concrète et puis donner un petit aperçu de comment on essaye de traiter ces questions-là. Donc les objectifs dans notre formation dans le catalogue de l'Hospice Général sont les suivants. Je souligne que c'est une formation de 2 jours. Alors en lisant les objectifs, vous allez me dire, mais dis donc, vous êtes bien ambitieux sur 2 jours. C'est vrai, ça reste des objectifs larges. On se dit qu'en 2 jours, on va essayer de travailler ce qu'on pourra travailler, qu'on va déjà augmenter, approfondir ses compétences transculturelles, et puis on navigue beaucoup en fait d'après le public qui vient aussi aux formations. Donc la question qui se pose, c'est, voilà, on parle d'identifier les postures culturelles, mais comment les identifier? On parle de mobiliser des outils et connaissances spécifiques, mais quels outils exactement? Vous voyez qu'on se retrouve beaucoup avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ou aussi développer des pistes d'intervention grâce à une meilleure compréhension et connaissance de facteurs socioculturels. Donc on vient vraiment à rejoindre ce qui a été dit avant en termes de besoins, mais comment est-ce qu'on fait ça? Alors c'est la question qu'on s'est posée, qui s'est posée il y a 20 ans. Alors il y a 20 ans, on ne faisait pas de la même manière que maintenant, parce qu'il y a vraiment une évolution, comme on l'a dit, dans cette appréhension aussi, comment on saisit la culture, comment on parle de cette diversité aujourd'hui qu'avant. Donc, est-ce qu'on fait un mode d'emploi par nationalité? Vous conviendrez avec moi que ce serait pas très orthodoxe, et puis finalement peu fonctionnel sur le terrain. Est-ce qu'on propose des voyages de recherche sur le terrain dans le pays d'origine? Alors j'ai une formation d'anthropologue, c'est pour ça que j'ai proposé celle-ci. Ça serait sympa d'aller dans les pays d'origine de nos clients, de nos bénéficiaires, et puis d'essayer de trouver l'information sur place. Alors ça peut servir quand même. On peut trouver, on parlait de s'informer en aval dans la première présentation de ce matin. C'est vrai que ça peut nous donner quelques éléments de réponse, mais bien évidemment c'est difficile au niveau logistique et puis ça ne suffira absolument pas. Est-ce qu'alors on forme l'autre, c'est souvent l'autre, comme on l'a dit aussi, qui est porteur de culture, est-ce qu'on forme l'autre à s'adapter, à se former, à se modeler, à maîtriser les codes et les normes en vigueur en Suisse? Et finalement c'est
ce que, a priori, certaines institutions ou certains professionnels attendraient de dire, c'est eux qui doivent faire comme nous. Donc, est-ce que vous allez aussi les former? Alors, ne vous inquiétez pas, s'il y a des personnes aussi qui disent ça, c'est pas tout faux. Et il existe ces formations pour les personnes qui sont nouvellement arrivées. Alors après, ça dépend par quel cadre on arrive, hein, parce que si vous arrivez en tant que personne requérante ou réfugiée, vous allez probablement, en tout cas dans le canton de Genève, avoir accès à ce type de cours, un peu d'introduction à la vie en Suisse. Par contre, si vous êtes une personne migrante qui revenait par regroupement familial parce que vous avez épousé une personne vivant en Suisse, ben, ce sera plutôt à votre conjoint ou conjointe de faire cette formation. Et puis là, alors on n'a pas de maîtrise sur la formation qui se fait à l'intérieur de la famille, hein, ou alors ce sera au travers d'un processus plus long. Et nous, alors, on a préféré également adopter ce paradigme-là, donc de développer sa propre compétence transculturelle. Et quand on travaille sur soi, eh ben déjà, on a un terrain qu'on connaît un peu mieux, puis qu'on maîtrise. Hein, de dire on travaille sur soi-même, c'est aussi nous donner plus d'outils, parce que travailler sur l'autre, c'est bien joli, mais on est quand même limité hein, quand on travaille sur l'autre. Donc, c'est plutôt travailler sur soi pour travailler avec l'autre. Et cette approche, alors, comment elle se passe? C'est d'abord apprendre et faire l'effort de se décentrer, c'est-à-dire sortir un petit peu de ses visions, laisser temporairement de côté sa façon de lire les choses, sa façon de comprendre les choses, pour justement pouvoir découvrir et comprendre les cadres de référence des autres, hein, ou autres en tout cas, ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui ne nous viennent pas comme ça automatiquement. Et là, alors, on retrouve effectivement ce dont on parlait un petit peu avant, hein, ces connaissances de tout ce qui est le contexte de l'autre, de tout ce qui est la conception de l'autre, que ce soit dans le domaine médical ou autre. Et puis, pour finir, alors, c'est trouver justement ces pistes hein, dont on parlait avant, et cela en pratiquant la négociation, la médiation interculturelle. Alors, on peut donner à ça beaucoup de mots. C'est un petit peu trouver comment jeter ce pont. Comment réduire le décalage finalement qu'on aura détecté entre nous et l'autre. Alors pour commencer, je remercie Madame Dominicé pour ce qu'elle vient de dire, parce qu'effectivement pour nous c'est important de poser les bases dans ces formations quand on commence. On est obligé de parler d'abord de qu'est-ce que c'est la culture. Parce que c'est bien joli d'arriver avec les participants et puis de leur donner une définition toute faite de ce qu'est la culture, mais finalement, au sein des participants même, c'est vrai qu'on a des professionnels qui eux-mêmes sont de la diversité. Et du coup, on ne peut pas juste leur imposer comme ça une définition théorique toute faite de la culture. Donc l'idée pour poser les bases dans la formation, c'est vraiment de co-construire ensemble une définition de la culture qui convient à tous, où chacun peut dire « mais qu'est-ce que moi je mets dans la culture ?» Alors là, j'ai repris, on va plus loin que ça, j'ai repris un peu un schéma très classique de la culture, hein, le célèbre iceberg, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà croisé, où on a une partie culturelle qui est plus visible, plus saisissable, et puis dont nous-mêmes on a plus conscience. On parlait avant de la question de la langue, alors effectivement j'entends quelqu'un qui a un accent, je me dis peut-être, il y aura quelque chose à faire en plus, quelque chose à creuser en plus, et puis c'est quelque chose que je peux saisir peut-être à la première phrase. Mais le gros morceau, hein, le morceau un petit peu dangereux de l'iceberg, le morceau qu'on ne connaît pas, qu'on saisit moins, c'est ce morceau-là qui est en dessous, où on trouve finalement les choses les plus lourdes ou les plus importantes ou les plus prégnantes de la culture, qui sont tout ce qui sont les valeurs, les visions du monde, les modes de pensée, les façons de se représenter les choses finalement, les façons de donner sens au monde qui nous entoure. Et bien que ça, alors on y a un petit peu plus accès, on parlait de la langue, voilà, on pourrait effectivement apprendre plein de langues, certaines coutumes, alors on peut aussi les lire, là quand on parlait du voyage dans les pays d'origine, avant effectivement, là on peut peut-être apprendre certaines coutumes, mais tout ce qui est ici, c'est beaucoup plus difficile à le saisir de premier abord. Ça demande un travail un peu plus long, puis ça demande d'autres compétences, hein, des compétences voilà, de questionnement, des compétences de lien, d'autres compétences psychosociales aussi qui ont été mentionnées avant. Et puis là, finalement, si on en reste là, eh ben, on est en train de complètement, de nouveau, reculturaliser. Donc, l'important, c'est de se dire, oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre du culturel, et puis il y a des choses dans ce culturel. Donc, de ne pas rester non plus sur juste c'est culturel. Parce que finalement, là, c'est facile. Hein. Si on vient à la formation, puis on vient là pour réfléchir à des problèmes qu'on rencontre
dans le quotidien et puis on sort en disant « Ah ben oui, c'est facile, c'est culturel », on n'aura finalement pas beaucoup avancé. Donc, il y a bien évidemment toute cette partie-là, une culture comme système organisé par des groupes. Alors là, je vous ai mis quelques éléments. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, on pourrait encore lister pas mal de choses, mais des choses qui rentrent souvent en conflit, en tout cas qui créent souvent des obstacles dans la collaboration professionnelle et dans la communication professionnelle. Mais à ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie qui est propre à l'individu. Avant, quand je vous ai dit, ben voilà, on ne sait pas, pour une personne, peut-être on va entendre sa langue, mais on ne va pas savoir qu'est-ce qu'il a comme conception. Par exemple, d'une maladie ou par exemple d'une administration. Mais ce n'est pas parce que je sais à quelle culture il appartient que tout d'un coup je vais pouvoir le saisir comme ça, que j'aurai toutes les réponses. C'est important de pouvoir croiser ces deux blocs de caractéristiques qui permettent finalement de nous donner un individu unique. Si vous faites l'exercice pour vous, ben, probablement, si vous avez des frères et sœurs, c'est un bon exercice, vous allez partager beaucoup de ces choses-là ensemble, les choses du bloc vert foncé. On les partage souvent beaucoup avec nos frères et sœurs parce qu'on a eu la même socialisation, souvent la même éducation. Par contre, ici, ben, on va avoir beaucoup de choses différentes, ce qui fait que vous et votre frère, vous et votre sœur, vous n'êtes pas exactement la même personne. Et là, vous voyez comme on a pris proche et comme on peut déjà mettre en évidence des choses qui relèvent de l'interpersonnel, mais où il y a peut-être de l'interculturel aussi. Parce qu'à l'âge adulte, c'est possible que le bloc vert, il prenne aussi de la distance avec vos frères et sœurs. Important aussi, j'aimerais juste souligner dans le bloc vert clair des éléments dont il a été question avant et qu'il est vraiment important de ne pas oublier dans ces questionnements-là de la diversité. Le niveau socio-économique, on parlait avant de la question de la précarité. Souvent, à le niveau socio-économique, on a tendance à l'oublier, peut-être parce qu'on le prend comme, je ne sais pas, quelque chose de donné, quelque chose de plus ou moins évident, pour aller vers le culturel. Mais le niveau socio-économique en soi va aussi modeler la façon dont on fait appel, dont on mobilise, dont on utilise sa culture pour évoluer, pour fonctionner, pour interagir. La trajectoire migratoire, effectivement, ça ne va pas être la même chose si vous avez 5 personnes qui viennent de exactement la même région du monde, mais qu'il y en a une qui a un permis de requérant d'asile, une autre qui a un permis B réfugié, une autre qui a un permis B de travailleur, une autre qui a un permis C qui est là depuis 15 ans et qui est venue dans le cadre d'un contrat avec une grande société. Et ça, c'est des choses hyper importantes à prendre en compte aussi, et c'est des choses du coup sur lesquelles il faudra s'informer. La question du sexe, la question de la situation familiale également, et on l'a mis là, alors ça surprend parfois la nationalité. Pourquoi la nationalité, on l'a mis là? Parce qu'au final, la nationalité, c'est la couleur du passeport. L'origine, elle va effectivement informer sur un ensemble de codes collectifs, culturels, mais la nationalité, vous pouvez avoir quelqu'un qui est suisse, mais qui culturellement s'inscrit dans, je ne sais pas, 3 ou 4 ensemble de codes collectifs. Et ça aussi, c'est important de le voir. Là, je pense aussi, par exemple, aux enfants de 2e ou 3e génération qui sont nés en Suisse, qui ont peut-être né avec un passeport suisse ou qui l'ont obtenu par la suite, mais qui finalement, dans le cadre ici vert foncé, il y a beaucoup plus de dimensions et de diversité qu'on pourrait penser si on s'arrêtait à la nationalité. Alors vraiment, l'idée, c'est de prendre ces deux choses-là comme grille d'analyse. Donc on prend les deux, on se dit elles sont indissociables l'une de l'autre. Ça nous permet de ne pas avoir une lecture seulement culturelle, mais en même temps de ne pas oublier qu'il y a quand même des enjeux culturels dans les relations, dans les interactions. C'est un petit peu ça la base, mais là, il manquera encore quelque chose pour avoir une grille d'analyse complète. Donc, on a nos deux blocs, c'est un petit peu, il faut imaginer ça comme 2 lunettes qu'on va mettre devant les yeux pour analyser nos situations. Et à ça, il ne faudra pas oublier encore, s'il veut bien venir, voilà, le contexte. On l'a mentionné aussi avant, la question du contexte. Dans quel lieu est-ce qu'on rencontre la personne? Oui, non, mais je ne répète pas. Donc, non, c'est très important pour moi d'y aller. Je peux pas. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez juste avoir la politesse de prendre là. Attends. Oui, madame, vous savez le problème?
Pas vraiment, mais juste normalement, pas pressé pour les intervenants, on éteint le téléphone. Mais vous savez de quoi il s'agit, mon appel, pourquoi je suis en train de parler, pourquoi je fais tout ça? Je vous présente mon collègue Andrés Boissy. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait vous mettre en scène un petit peu le type d'incidents critiques desquels on parle. Donc là, vous avez vu, il y avait en 4 phrases, on pouvait déjà sentir de la tension. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont dit, ou il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais lui sauter dessus pour que ça règle le problème. Voilà, chacun après va réagir avec son propre cœur de réaction et d'iceberg. Donc effectivement, cette grille qu'on crée au début, on l'utilise ensuite pour analyser ces incidents critiques. Donc par incident critique, on entend vraiment n'importe quelle situation qui crée une émotion qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça peut être de la frustration, de la colère, de l'étonnement, de l'angoisse, mais une situation, on va se dire, il y a un truc qui se tend. Alors des fois le truc il se tend chez moi, le professionnel, des fois le truc il se tend chez l'autre, le patient, le client, mais on sent qu'il y a un truc qui passe pas. Et en fait, nous on appuie un petit peu ça sur le fait qu'il y a les 2 personnes que vous voyez là, qui elles ont 2 façons de voir, de fonctionner, elles ont 2 identités propres qui sont différentes. Et là, vous voyez, on souligne aussi que pour faire ce travail-là, il faut que le professionnel il connaisse finalement sa grille identitaire, autant personnelle, individuelle que collective, culturelle. Et si je reviens à mon iceberg d'avant, alors là, il n'y a plus que l'iceberg, mais imaginez qu'il y a aussi la partie individuelle de chacun et puis le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est que nous, vous avez vu, on s'est regardé comme ça. Moi, je me suis dit quelque part, alors je ne l'ai pas fait à haute voix, mais quelque part, il y a un petit truc en moi qui s'est dit, voilà, encore un mec qui se croit tout permis. Après, quand il s'est énervé, je me suis dit, voilà, encore un au sang chaud. Alors, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que dans ma façon de lui répondre aussi ou d'intervenir, si ça avait été une petite dame âgée, est-ce que j'aurais eu la même réaction avec lui que je l'ai eu? Si ça avait été dans un autre contexte, est-ce que j'aurais eu la même réaction qu'à ce moment-là? Et lui aussi, alors... qu'est-ce qu'il voit ici? Alors il me répond, il ne sort pas. Qu'est-ce qu'il a vu ici qui fait qu'il a eu le comportement qu'il a eu? Et puis qu'est-ce qu'on fait? Alors justement, je vois ce qui se passe, son comportement externe que je juge mal poli, que je juge mal adapté par rapport à mes références, par rapport à mes normes. Justement, ma lecture, elle s'appuie sur mon cœur d'iceberg. J'ai un cadre, j'ai des attentes, j'ai un ensemble de valeurs, de respect, de politesse, etc. Et dans ma lecture, monsieur, il n'est pas passé dans le cadre. Et c'est ça, l'automatisme qu'on a finalement, on réagit avec ce qu'on connaît, ce qu'on a à disposition. Et l'idée dans le travail sur la compétence transculturelle, c'est en fait de faire un effort, vu que ça c'est plutôt un automatisme, c'est de faire un effort, la prise de recul et se dire stop, avant de réagir, il faudrait peut-être faire ce travail-là. Donc c'est effectivement ce qui a été dit, essayer d'aller comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a chez l'autre, en termes d'individu, en termes de culture, en termes du contexte, en termes de comment il l'utilise, comment il mobilise tout ce qu'il a comme ressources pour ce contexte-là. Alors ça, c'est vraiment le travail qu'on essaye de faire, travailler cette flèche rouge par ce travail sur des situations. Bien sûr, ce n'est pas un travail facile, parce que ça nous amène à travailler sur des situations les unes après les autres. Vu qu'on l'a dit, on ne peut pas faire un mode d'emploi qui ira pour toutes les situations ou pour tel type de personnes, mais ça ne veut pas dire que certaines pistes ne sont pas exportables à d'autres moments. Disons que là, on essaye de pratiquer, de mettre en place d'autres automatismes qui peuvent être ceux du questionnement, qui peuvent être ceux de la patience, qui peuvent être ceux de la reformulation. Et dans l'idéal, ça faciliterait si la personne en face, elle fait le même travail. C'est un petit peu cette posture de dire, mais eux aussi doivent être formés à. Alors oui, dans l'idéal, si on arrive à avoir nos 2 flèches qui se croisent comme ça en bas, il y aura beaucoup moins de problèmes de collaboration, beaucoup moins de problèmes de communication, parce que chacun est en train d'essayer
d'inclure les cadres de référence, les normes, les représentations de l'autre dans sa communication. Et puis finalement, on va se rencontrer sur un grand endroit en commun. Je fais référence au schéma que nous a montré Madame Dominicet avant. La partie qui se superpose, tout d'un coup, elle sera beaucoup plus grande entre les deux visions. Mais le fait est que c'est souvent le professionnel qui est amené à faire cet effort supplémentaire de se décentrer de sa posture professionnelle et puis aller à cette rencontre-là. Pourquoi? Parce que justement, c'est le professionnel. C'est lui qui est en posture d'autorité et qui a une prestation, un service, un accès à garantir à l'autre. Donc dans l'idéal, oui, mais en tout cas, c'est au professionnel de démarrer ce processus-là. Ok, alors tout d'abord, pour Madame, Monsieur qui était là. Oh. Alors, moi je m'appelle Andrés Buenin, comme l'a dit Katie, moi je suis sociologue et démographe de formation, et puis nous animons depuis quelques années avec Katie cette formation. Et puis là, on vient de créer une situation critique, une situation dans laquelle on peut tous être confrontés, et puis on ne comprend pas comment il faut réagir à cette situation-là. Quelquefois, c'est des choses qui nous touchent très personnellement, du coup peut-être je réagis d'une certaine manière, peut-être c'est des choses qui me passent par-dessus, je dis bon, un autre qui a oublié d'éteindre son téléphone, mais il y a toujours quelque chose qui se passe chez nous quand on vit ce genre de situation. Du coup, comment on fait pour analyser cette situation et comment on fait pour améliorer mon comportement quand je vais vivre la même situation une autre fois? En fait, si on revient avec ce que Katie avait dit tout à l'heure, on a toutes ces caractéristiques liées à la culture de l'individu et puis ces caractéristiques liées à l'identité de l'individu et tout ça dans son contexte. On essaye un peu de questionner les personnes qui viennent dans nos formations à ce qu'ils vivent dans ces situations critiques. Comme on le fait, on va essayer de leur poser une grille de questions, on va essayer de leur faire un travail de décentrement pour qu'ils réfléchissent, mais pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a réagi de cette manière? Et pourquoi j'ai eu ce sentiment de rage quand je l'ai vu? Là, c'est un petit grille qu'on a pris, les questions peuvent varier selon la situation que nous avons en face, mais si on se met par exemple à la place du client, là on a mis les clients entre guillemets parce que c'est les bénéficiaires, aujourd'hui c'était quelqu'un qui venait comme spectateur à la formation. Comment vous sentez-vous dans cette situation en tant que client? Moi, je me suis senti incompris, peut-être, j'étais là, mais j'ai quelque chose d'important à régler, je me suis senti agressé, et puis je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé les choses. Ensuite, on peut se demander, qu'est-ce que vous ne comprenez pas de la demande de la professionnelle? Pourquoi elle me demande ce qu'il m'a demandé? Pourquoi elle ne peut pas juste attendre que je finisse de parler et que je sorte? Je ne comprends pas, je suis un peu étonné de cette situation. C'est ce qu'on peut essayer. Sur quelle valeur, habitude, norme se base votre perception et compréhension de la situation? Là, à nouveau, on peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai derrière pour me comporter comme je me suis comporté? Qu'est-ce qui était aussi important ou qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans mes habitudes pour que je réagisse comme je réagis, de prendre la parole, parler très fort, ne pas attendre, répondre à la dame qui m'a essayé de m'interpeller? Et puis, qu'est-ce que j'attendais de la personne, de la professionnelle? Qu'est-ce que j'attendais de cette personne? Est-ce que j'aurais pu attendre à nouveau, comme je l'ai dit, jusqu'à qu'elle attend que je sorte et puis qu'on recommence? Et maintenant, si on se met à la place du professionnel, comment elle s'est sentie? Comment est-ce qu'elle s'est sentie? Katie, d'ailleurs, tu peux le dire, comment tu t'es sentie à ce moment-là? C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, cette question, la réponse, c'est la même que pour le client. C'est un peu frustré, un peu incomprise, quoi. Puis après, on peut se demander, alors sur quelle valeur, habitude, norme se base la demande du professionnel? Là, on voit, moi je suis arrivé à la salle et j'allais dire, mais ici je vois aucune annonce qui dit qu'on ne peut pas parler au téléphone. En fait, oui, il est bien marqué là. Et du coup, pour elle, c'est un manque de respect. Normalement, maintenant, ça, c'est une personne qui fait ça, elle regardait vraiment très bizarrement quand elle laisse son téléphone allumé. Du coup, pour elle, c'était un très grave manque de respect pour elle. Puis du coup, elle était perturbée, elle n'arrivait plus à suivre ce qu'elle était en train de faire. Et du coup, comment elle a réagi? Quelle était la réponse qu'elle a donnée? Et c'est là où c'est intéressant de faire, c'est décentrement et se dire, bon, ok, peut-être cette fois-ci je n'ai pas fait bien, peut-être que je n'ai pas donné la bonne question, peut-être que je lui ai dit vous pouvez répondre à l'extérieur, peut-être que j'aurais pu lui dire monsieur, vous avez un problème,
vous avez besoin d'aide, je ne sais pas, on aurait pu imaginer une autre manière de finir cette situation critique. Et qu'aurait vu tenter d'autres pour résoudre la situation. Je ne sais pas si tu as décidé à nouveau pour résoudre ce genre de situation, mais c'est vrai qu'on peut réfléchir. Et ce qui est bien dans ce genre de formation, c'est qu'il y a des personnes qui viennent de tout domaine professionnel. Et ça, c'est suprêmement intéressant parce qu'on est tous confrontés à des situations qui sont similaires et chacun apporte des pistes pour résoudre ce genre de situation. Peut-être juste sur les questions encore, alors en fait elles permettent de retrouver cette approche dont vous parlez au début, hein, la question du décentrement. En fait d'habitude on fait deux groupes et il y a un groupe qui réfléchit dans les chaussures du client, du bénéficiaire, et un groupe qui réfléchit dans les chaussures du professionnel. Et souvent pour le groupe client, ils disent je sais pas moi, qu'est-ce qu'il a comme cas, et ça c'est vraiment là où il y a l'effort, hein. Ça nous est arrivé, alors c'était pas dans le cadre de la formation à l'hospice, mais c'était dans un autre canton, hein. On avait un groupe de collaborateurs administratifs d'une institution X qui devaient se mettre à la place du client, et pour eux c'était inimaginable. Ils ont dit, c'était une situation où ils disaient mais non, ce comportement il est juste inexcusable, je refuse d'essayer de penser comme lui. Alors là c'est arrivé une fois, moi j'ai eu vraiment ce comportement-là seulement une fois, mais dans ce cadre-là, si on n'est pas prêt, hein, c'est pour ça que je parlais d'effort, après si on n'est pas prêt à faire cet exercice qui dure peut-être 10 voire 15 minutes, c'est vrai qu'on va se retrouver quotidiennement un petit peu en situation de tension sur la place de travail. Et puis pour le groupe qui est à la place du professionnel, et bien là ça amène vraiment à réfléchir quand on parle des valeurs, habitudes, normes. Tiens, moi aussi j'ai des normes, j'ai des habitudes, et c'est souvent pas les miennes personnellement, mais celles de mon institution. Et alors là ça devient intéressant des fois quand on a des personnes des mêmes institutions, où on se rend compte qu'on n'est pas au clair sur c'est quoi les normes de l'institution. Et là aussi, alors quand on parle de service public, il faut que ce soit un petit peu établi. Alors ça, c'est une des pistes, par exemple, qu'on peut donner dans des situations où on n'est pas à jour, où on n'est pas d'accord, c'est de dire, lors d'une séance d'équipe, faites-vous une sorte de guideline, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation, pour que la personne, qu'elle arrive au guichet A ou au guichet B, elle ait le même traitement. Si elle arrive au guichet A et la personne met tout en place pour qu'elle ait justement un accès équitable à la prestation, puis au guichet B, on lui dit « Ah ouais, non, mais il faudra venir avec un interprète, et puis en plus, il vous manque 3 documents, puis c'est 5 minutes avant la fermeture », c'est plus la prestation de la fonction publique qu'on attend. Et du coup, c'est aussi très intéressant après, quand ils se confrontent, de voir s'ils ont réussi à se répondre. Et c'est ce luxe qu'on a là, de prendre un moment pour mettre nos têtes ensemble, et puis essayer de trouver des pistes issues de domaines différents. En fait, on a 3 minutes encore. Je n'ai pas ma notion de temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très important qu'on tienne compte de toutes les situations qui nous sont amenées dans les professionnels. C'est vrai que nous arrivons dans la formation, on amène 2-3 situations qui nous sont importantes à travailler, mais il y a un moment, dans la formation, nous prenons tout le temps nécessaire pour travailler sur des vraies situations que chacun d'entre nous a vécues. Et ça, je trouve assez important parce qu'on n'a pas toujours le temps de se poser des questions par rapport à ce qu'on fait dans le quotidien. Donc on réfléchit, on agit, puis on n'a pas le temps de se poser, de se dire mais est-ce que si j'avais fait comme ça aurait pu marcher mieux. Et là, on prend le temps pour travailler là-dessus. Et là, c'est important aussi, là, c'est des grilles d'interprétation au niveau culturel aussi. Là, on a beaucoup parlé de ces mots culture. C'est vrai qu'avant le début de la formation, on s'attarde beaucoup sur la déconstruction et la co-construction de la notion de culture. Parce que depuis ce matin, on a beaucoup parlé, et Sarah l'a remarqué également, les mots culture, c'est comme ça qu'on peut tout mettre, on peut tout expliquer à travers ça. Je profite également pour dire que les mots migration et intégration, c'est un peu la même chose. Est-ce que la personne n'est pas intégrée? C'est pas parce qu'il n'a pas fait l'effort de s'intégrer. C'est comme ça qu'on met toutes les difficultés, toutes les différences, toutes les diversités, on les met là-dedans. Intégration, culture, c'est 2 mots hyper grands. Du coup, il y a un travail qui doit être fait en amont pour qu'on arrive à pouvoir travailler dans ces différentes situations. Et là, on voit par exemple dans les petites sketchs qu'on a fait maintenant, qu'il y a des manières de communiquer qui sont particulières. Mon accent, peut-être, il a amené beaucoup d'informations à Katie quand elle m'a entendu parler au téléphone. Mon accent, il disait des choses. Puis elle s'est dit, voilà, peut-être c'est dans son interprétation sur macho. Je me suis permis de te parler de respect et de politesse, du coup, parce que forcément tu devais venir d'ailleurs. Voilà. Du coup,
elle a interagi avec son iceberg, et moi j'étais avec les miennes et essayons de comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, cette situation, elle était honteuse à la fin. C'est pour ça que je coupe mon téléphone, je dis, mais c'est honteux de vivre ce que je suis en train de vivre. Il y a tout le monde qui me regarde, elle me parle devant tout le monde, c'est pas très professionnel. Et ici, on peut voir aussi des dimensions culturelles comme un individu de groupe. Pour moi, à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre que compter que répondre à cet appel. Et puis peut-être c'est quelque chose de très personnel lié à la famille. Voilà. Alors on va s'arrêter là. On espère qu'on vous a donné en fait l'eau à la bouche et que si vous voulez justement entraîner ce travail-là, vous pouvez aussi le faire au sein des équipes. N'hésitez pas à venir visiter l'une des formations proposées dans le pôle de la diversité culturelle. Et Marie-Jacéline va venir nous annoncer la pause.